Quand je faisais des visites guidées de l'exposition Léonard de Vinci au musée du Louvre, la Joconde ne faisait pas partie de l'exposition. Donc, à la fin de la visite guidée, je proposais aux participants d'aller la voir avec moi dans la salle qui lui est réservée. Et j'avais très souvent des réactions du style « Oh, mais la Joconde, on l'a vue 1000 fois !» Alors je répondais invariablement « Vous l'avez vue, mais vous ne l'avez pas regardée. » Quand Léonard de Vinci revient à Florence au tout début des années 1500, ses affaires ne sont pas très florissantes. Il a perdu son mécène, Ludovic Sforza, chassé par les Français. Il arrive dans une ville, Florence, où le pouvoir se méfie énormément de lui. Heureusement, il a gardé de bons contacts avec Nicolas Machiavel, l'homme des missions spéciales de la République florentine. Il a aussi gardé de bons contacts avec une grande famille, les Benci. Il avait réalisé quelques années auparavant le portrait de leur fille, Ginevra. Il fréquente la Santissima Annunziata, une congrégation religieuse où il a installé son atelier. Son père est notaire de cette congrégation et il y a une famille qui fréquente beaucoup cette congrégation, qui a même une chapelle dans l'église, c'est la famille del Giocondo. Tout cela fait que, par un subtil jeu d'influence, Léonard, qui n'est pas bien financièrement, va accepter une commande privée et c'est la Joconde. Et c'est en octobre 1503 qu'on entend parler pour la première fois de la Joconde. Agostino Vespucci, le secrétaire de Machiavel, mentionne en marge d'un livre qu'il commente que Léonard est en train de faire le portrait d'une femme qu'il identifie comme Lisa del Giocondo. Pour fêter la naissance de son troisième enfant et de son deuxième garçon, et pour fêter également l'installation de ce fait dans une nouvelle maison, Francesco del Giocondo va commander à Léonard un portrait de couple à l'image des époux Arnolfini de Vandyck, mais un portrait séparé, l'homme et la femme chacun de son côté. Léonard va donc commencer à faire le portrait de Lisa. À la différence de la belle ferronnière où le peintre était placé à l'extérieur et regardait le modèle placé à l'intérieur d'une loggia, cette fois-ci, Léonard va adopter un autre point de vue. Il va se placer à l'intérieur de l'appartement, regardant le modèle placé toujours dans une loggia, encadré par 2 colonnes et placé devant un paysage. Raphaël, le peintre, qui vient visiter Léonard à peu près à ce moment-là, va faire une copie de la Joconde à ses premiers moments. Et on voit bien les 2 colonnes qui apparaissent toujours à ce moment-là. Et on va les retrouver dans le tableau de Raphaël qui est inspiré de la Joconde et qui s'appelle « La Dame à la licorne ». La Joconde est placée dans sa loggia, assise de profil sur un fauteuil dont les bras sont parallèles avec le parapet placé derrière. Elle a un mouvement de 3/4 du buste pour se rapprocher de nous et au final, elle nous regarde de face, ce qui nous donne cette position si particulière de la Joconde. La Joconde a placé ses mains l'une sur l'autre dans la position qu'adoptaient les femmes de vertu à cette époque-là. Son vêtement est assez simple, sans ostentation, finement brodé tout de même. Elle a les cheveux lâchés, probablement retenus derrière par un chignon. Par-dessus, elle a placé un voile, et ce voile lui-même descend sur les épaules et il est roulé pour pouvoir dégager les bras. Le paysage placé derrière la Joconde est un paysage de création du monde. Léonard, en effet, est passionné par la géologie, par l'hydrologie, il s'intéresse même aux fossiles, il adore toute cette idée de construction des paysages par les rivières, les fleuves, les torrents. À gauche, on a un chemin qui sinue. À droite, on a une rivière avec un pont. Ce chemin et ce pont sont les 2 seules interventions humaines dans un paysage dénué de toute intervention humaine. Le lac, placé en haut à droite, n'a apparemment aucune connexion avec la rivière et le paysage qui est placé à gauche. La seule connexion qui se fait à travers le visage de la Joconde. Léonard a poussé à son paroxysme ici le sfumato, cette technique d'utilisation des glacis. Ces glacis, ce sont des couches d'huile avec très peu de pigments superposés les unes aux autres
pour donner des effets de profondeur, des effets de transparence, de luminosité et surtout de passage progressif de l'ombre à la lumière. Deuxième chose, Léonard a minutieusement construit son tableau. On voit bien que l'œil, par exemple, l'œil gauche de Mona Lisa est complètement aligné avec le milieu du tableau, tandis que la bande des yeux arrive à un quart du tableau. Troisième chose, tout le monde sait que quand on prend une photo d'un personnage devant un balcon ou une fenêtre, on a un contre-jour. On aurait dû avoir un contre-jour ici. Eh bien, Léonard a imaginé une lumière qui arrive de la droite du modèle et qui éclaire Mona Lisa sur le visage et sur le haut de la poitrine. Pour comprendre le sourire de la Joconde, il faut avoir en tête un autre tableau de Léonard consacré à Ginevra de' Benci. Cette riche noble florentine affiche une mine plutôt triste, pendant que la Joconde est plutôt souriante. Il y a une raison à cela. Ginevra de' Benci sait que son amant n'est pas là, et donc elle est triste. En revanche, la Joconde est assise, en principe, à côté de son mari. Ils viennent d'avoir un enfant, ils ont un nouvel appartement, ils sont heureux. Le sourire de la Joconde, qui se retrouve d'ailleurs dans le mot italien, Gioconda, est bien celui du bonheur. On a tout dit et redit sur ce sourire de la Joconde. Personnellement, j'y vois deux références. Une première référence plutôt maternelle, le sourire qu'une mère adresse à son enfant, comme une réminiscence du sourire que devait adresser la mère de Léonard à son fils. Une autre référence pourrait être plus symbolique. Quand on regarde le pont à droite, ce pont qui passe au-dessus d'une rivière, c'est la symbolique du temps qui passe. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vous connaissez l'allusion. Mais c'est aussi le passage d'un monde à l'autre. Le lac qui se transforme en un autre paysage en passant par le visage et le sourire de la Joconde. Tout ceci nous emmène vers une autre symbolique, la symbolique de l'éphémère. Un sourire, c'est éphémère, comme le sont le bonheur, l'amour et finalement la vie. Je n'en finirai pas s'il fallait énumérer tous les détournements dont la Joconde a été l'objet à travers l'histoire. Je me souviens de ce très beau dessin de Léonard qu'on appelle la Scapigliata, la décoiffée. Alors peut-être que si la Joconde vivait la situation que nous vivons aujourd'hui, peut-être qu'elle aussi, elle aurait cette tête-là.